Bonjour à toutes et tous. Je vous propose de commencer. On a sans doute des personnes qui vont arriver en cours puisqu'on était une trentaine, il y avait plus de 35 participants qui s'étaient inscrits. Donc, bienvenue à ce webinaire sur la participation des personnes accueillies organisé par la Fédération de l'entraide protestante et le CNPA, Conseil national des personnes accueillies. Donc, je me présente, je suis Isabelle Rousselet, je suis chef de projet à la Fédération de l'entraide protestante et je suis accompagnée de Florence et Morgane, qui sont des délégués du CNPA. Donc, Florence, Morgane, je vous propose de vous présenter rapidement. Florence? Eh bien, voilà, comme tu as dit, je suis déléguée du CNPA. Hein, c'est une deuxième, je dirais, émission parce que j'ai été déjà élue pendant 2 ans, puis j'ai fait une année qu'il faut de repos parce qu'il le faut, et puis je reprends, donc je repique, mais je suis aussi membre de différentes commissions, notamment le comité du travail social et le comité, le conseil de l'organisation sanitaire et sociale, voilà, y compris, bon, des petites choses chez nous, mais je suis aussi déléguée régionale, voilà. D'accord. Merci Florence. On vous présentera juste après ce qu'est le CNPA, etc. Vous inquiétez pas. Merci Florence. Morgane, je te laisse te présenter juste en deux, trois mots aussi. Ça marche, Morgane Brio, bonjour. Membre actif du CNPA, je ne suis plus déléguée, je reste active de par un groupe au HCTS. Dans la participation, je suis également au CNLE, qui est le Conseil national de lutte contre l'exclusion. Et voilà, et sinon, je viens de Bretagne et aujourd'hui, c'est tout couvert. D'accord. Bon, bah, on a la Bretagne et puis Florence près d'Avignon, donc on a un petit peu du sud. Ah, Avignon, oui. Alors, je vous propose juste quelques éléments d'introduction et puis on laissera beaucoup la parole à Florence et Morgane. Donc, juste un petit point sur un peu le déroulé. Donc, on va évidemment présenter ce qu'est le CNPA. On va revenir sur ce qu'est la participation, quels sont ses enjeux. On va aussi passer un petit peu de temps sur les freins et difficultés que plusieurs d'entre vous nous ont partagés dans leur formulaire d'inscription. Et puis, le plus important pour nous, c'est de revenir vraiment sur quels peuvent être les leviers et les conditions pour faire vivre la participation. Et puis, on aura aussi un temps, évidemment, pour des questions. Donc, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à les partager par écrit via le chat et je les relayerai. Et à la fin, on aura un échange aussi avec vous sur des partages d'expériences. Et puis, évidemment, une petite conclusion. Donc, on s'est donné jusqu'à 11 heures. On sait que ça peut être un peu court parce que Florence et Morgane ont beaucoup de choses à nous raconter. Donc, on va essayer d'être assez concis. Après, si vraiment, pour ceux qui ont la possibilité, si on dépasse un petit peu, bon, voilà, il pourra y avoir un petit peu de temps d'échange. Pas de souci. Donc, juste en introduction, pourquoi la Fédération de l'entraide protestante a souhaité organiser ce webinaire sur la participation? Comme vous le savez, la Fédération de l'entraide protestante, c'est 360, 370 associations et fondations qui sont dans le sanitaire, le social, le médico-social. Donc, pour certains d'entre vous, c'est une obligation liée à la loi 2022 pour les établissements. On voit aussi beaucoup dans le monde associatif, de plus en plus, certains financeurs ou dans le cadre d'appel à projets, il y a cette demande d'intégrer la participation des personnes concernées dans les projets. Et surtout, et c'est quelque chose qu'on a beaucoup pointé en préparant ce webinaire justement avec Florence et Morgane, entre autres, c'est que la participation des personnes concernées, c'est pas qu'une obligation réglementaire, mais il y a une forte conviction côté CNPA en tout cas, et nous aussi on le partage, que c'est vraiment un levier de transformation des pratiques professionnelles, à condition évidemment d'en créer les conditions. Alors, les objectifs, on a un peu vu les objectifs justement avec aussi les délégués du CNPA. Nous, ce qu'on voulait se donner comme objectif pour aujourd'hui, c'est redonner du sens à la participation. On parle souvent de participation, mais on veut vraiment redonner du sens à ce que ça veut dire. Nommer les difficultés rencontrées. Vous en rencontrez certaines, mais c'est important aussi de voir ce que sont les difficultés. Identifier les leviers, les préalables, partager des expériences concrètes, ouvrir des pistes d'action. Alors, bah, malheureusement, ce webinaire n'est pas un modèle clé en main, donc on voulait juste le spécifier. On sait que la participation, c'est pas simple, donc là, c'est vraiment un espace pour pouvoir réfléchir, partager des pratiques, s'inspirer. Et nous, ce qu'on souhaite à la fin de ce webinaire, c'est que vous puissiez repartir avec quelques pistes d'action, des idées, et une meilleure compréhension de ce que peut apporter surtout la participation des personnes concernées. Énorme. Donc là, je vais laisser la parole à Florence pour présenter le CNPA. À toi, Bon, Florence. alors, donc le CNP, on va commencer par un, parce que les acronymes, on en a ras-le-bol.
Donc, c'est le Conseil national des personnes accueillies ou accompagnées ou l'ayant été. Hein, on peut rester dans le CNPA du moment qu'on a été, accueilli ou accompagné. Donc, c'est une instance de participation citoyenne qui permet aux personnes en situation de précarité ou ayant été donc en situation de précarité de contribuer aux politiques publiques et qui les concernent. Donc, on va partir de la création. Donc, le CNPA a été créé en 2010, mais il a été reconnu officiellement par décret du 26 octobre 2016. Hein, voilà. Donc, il s'est inscrit dans les termes de la loi du 2 janvier 2002, appelée loi 2002-2, qui réforme le secteur social et médico-social en mettant en son centre un principe essentiel, la participation des usagers. Donc cette loi reconnaît que les personnes accompagnées doivent être écoutées, donner leur avis et participer aux décisions qui les concernent. En ce sens, elles ne sont plus seulement prises en charge, mais deviennent actrices de leur parcours. Quant à sa composition, le CNPA est composé pour 2 tiers, et ça, ce sont des règles capitales, fondamentales. Il est composé pour 2 tiers de personnes accueillies ou accompagnées, et d'un tiers de professionnels. Dans les professionnels, il y a les travailleurs sociaux, il y a les membres d'institutions, les membres d'associations, etc. Ce qu'on veut rajouter, qui est essentiel aussi, c'est que lorsque nous organisons, nous allons voir juste un petit peu plus loin, les plénières, les professionnels ne peuvent assister aux plénières que s'ils viennent accompagnés. Ils ne peuvent pas, sauf exception s'ils sont intervenants dans la thématique de la plénière, ou sauf invitation particulière, hein, des commissaires à la solidarité, par exemple, ou certains membres de cabinet, hein, on en reçoit aussi, voire quelques ministres de temps en temps. Bon, ou députés. Donc, mais sinon, ils ne peuvent pas venir seuls. Et ça, c'est important. Donc, les participants sont représentés par des délégués élus. Alors, il y a la commission pilote, dont moi je fais partie, dont Morgane a fait partie, hein, qui est composée d'une dizaine de membres qui sont élus pour un an et c'est renouvelable un an. Après, il faut faire une pause d'1 an et puis on peut se représenter, ainsi de suite. Le CNPA est porté par sa logistique et sa coordination par la Fondation Armée du Salut. Et nous sommes subventionnés par la DIAL. C'est important de le préciser ça aussi, parce qu'on a de temps en temps quand même besoin d'un petit peu de sous. Le CNPA, donc son fonctionnement, le CNPA se réunit donc en assemblée plénière à Paris. Le CNPA à Paris, toujours à Paris. 4 fois par an. Ces réunions sont préparées en amont par le COPIL. Hein. La participation donc est ouverte à toute personne concernée venant des 4 coins de France. C'est ça la richesse. Hein. Et donc pendant ces plénières, nous travaillons en groupe de réflexion sur des thématiques alors, sociales qui sont diverses et variées. Enfin, donc on les connaît. Hein. Ce sont essentiellement le logement, la santé, l'emploi, l'alimentation, la culture, etc., etc. Les thématiques ne sont pas choisies arbitrairement par les membres du COPIL. Elles sont choisies lors de la plénière précédente. À la fin de chaque plénière, nous distribuons à chaque participant ce qu'on appelle une fiche d'évaluation. Est-ce que ça vous a plu? C'était bien, c'était pas bien, vous avez bien mangé, vous êtes bien accueillis, ça vous a plu, vous reviendrez, et y compris de quoi voulez-vous qu'on parle la prochaine fois, dans une prochaine fois. Et donc, on réunit tous ces papiers-là, et puis on se dit, tiens, le sujet qui sort pour la prochaine plénière, ben, c'est telle thématique. Et donc, en fonction de ça, nous ciblons cette thématique en copile, nous choisissons des intervenants et nous organisons les groupes de travail. Oui, parce que c'est pas gratuit, hein. On vous nourrit et tout ça, mais bon, il faut un petit peu travailler aussi. On compte sur vous. Est-ce Donc, que, Florence, on peut trop rentrer dans le détail de l'organisation si ça te va? il y en a pour 30 secondes là. Vas-y, 30 secondes. Oui, 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 montre en main. Donc, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le CNPA, donc, qui est composé de délégués, de gens qui viennent des 4 coins de France, coordonne les CRPA, donc les conseils régionaux. Hein, parce qu'en principe, il y en a un par région, ce qui n'est pas tout à fait le cas, mais enfin bon, voilà.
Donc, il s'est inscrit dans une volonté de construire des politiques plus justes, plus adaptées, et parce que à chaque fin de plénière, on a une restitution des préconisations, des recommandations, des constats, etc. Donc, il s'inscrit dans une volonté de construire des politiques plus justes, plus adaptées et plus humaines, tenant compte de l'expérience immense des personnes concernées. C'est un outil donc essentiel de la démocratie participative car il permet de redonner une place fondamentale et une voix à des personnes souvent invisibles dans la société. Donc en ce sens, le CNPA, il est l'expression concrète de la loi de 2002. Voilà. Merci beaucoup, Florence. Voilà, c'était aussi pour que vous sachiez, bah voilà, Florence et Morgane sont là vraiment en tant que déléguées du CNPA, donc voir aussi que voilà, elles sont très impliquées dans tout ce qui est, tout ce qui est question de participation. On va passer tout de suite au reste de. Alors voilà, on a Florence, Morgane, Olivier, on ne sait pas, il va peut-être nous rejoindre, qui devait être présent aujourd'hui. Alors avant de redonner la parole à nos délégués, on va vous faire participer. C'est l'objet justement du webinaire. Et déjà, on vous propose, en utilisant l'espace discussion et chat, si chacun est familier avec s'écrit chat ou discussion sur votre écran en bas à droite en général, enfin en bas au milieu, on vous propose d'utiliser le chat et de nous écrire quels sont les mots-clés que vous associez à la notion de participation. Ou alors, si vous avez une définition, voilà, avant de donner la parole au délégué, qu'est-ce que vous mettez derrière la notion de participation? Et je relayerai les choses qui peuvent être partagées. J'attends de voir. Il n'y a pas beaucoup de candidats, hein. Bah, Timide. trop... Ah, ça arrive, faut le temps de laisser écrire. Alors, dignité, exister. Alors, attendez, je vais me le remettre en grand parce que je ne vais pas tout voir. Dignité, exister, respect, trouver une place, échanger, partage, engagement, volonté, collaboration, implication, prise de parole, écoute, engagement, ensemble, collectif, implication, connaître la vie, écouter les personnes concernées, démocratie, discuter, échange, intention, être égaux, parité. autodétermination, écoute, participation, richesse, savoir expérientiel, Mhm. faire vivre le lien social. Bon, en tout cas, vous êtes très inspirés, c'est très chouette. C'est ça, oui. J'attends encore quelques... Mhm. Notion large qui peut aller de la consommation lors d'une sortie jusqu'à ce que la personne soit actrice, prenne en main des instances, voire des décisions, le pouvoir d'agir, don contre don, faire un pas de côté, prendre en compte l'expérience, point de vue différent et complet, être acteur, évoluer, grandir. Mhm. Alors Morgane et Florence, qu'est-ce que ça vous inspire? Quelle est... Alors Florence nous a proposé une définition. Est-ce que tu veux nous dire ce qu'est pour toi la participation? Ben, c'est le fait, on vit dans un pays magnifique, hein, une démocratie avec des droits, des lois, etc. Et c'est le fait de prendre sa place, hein, de prendre sa place vraiment dans ce pays et non seulement de partager, mais vraiment de participer, de faire en sorte que ben, c'est bien, ben, que ça soit encore mieux, etc., quoi. Euh, c'est s'impliquer parce que aussi, ben, quand on donne son avis, on s'implique, quoi. On n'est pas des moutons, on n'est pas, voilà, on a le droit de s'exprimer, on a le droit d'avoir des idées, on a le droit, mais on a le droit de les partager, on a le droit de les, voilà, c'est ça qui est intéressant et qui est important. Qui est important parce que bon, hein, on est toujours, tous, on vient de vivre les élections municipales pour se souvenir que bon, ça, ça a fumé, il y a eu, voilà. Mais ben justement, voilà, c'est ça la démocratie, c'est ça un pays démocratique, voilà. Alors là, je vous affiche quelque chose que tu nous avais fait passer, Florence, un peu plus complet. La présentation vous sera envoyée, hein, parce qu'entre ce qui est écrit sur les diapositives et ce qu'on va vous partager, peut-être que ce sera pas aussi formalisé. Donc voilà, en tout cas, la participation, tu l'as évoqué, Florence, en effet, c'est de pouvoir prendre sa place, c'est le droit de s'exprimer, de donner son avis, c'est de pouvoir aussi contribuer à construire des propositions, de reprendre du pouvoir sur sa vie.
Et puis, la dernière phrase, c'est aussi une façon de lutter contre l'exclusion et de faire vivre la démocratie. Oui, voilà. Merci beaucoup Florence pour ça. Alors on avait aussi comment c'est encadré, mais peut-être qu'on va passer en plus Olivier, pas parmi nous, mais t'en as parlé aussi en introduction Florence, hein, le cadre législatif, la loi 2002 quand tu as présenté la création du CNPA. Donc je propose qu'on passe là-dessus. Je pense que vous, en termes d'établissement aussi, vous êtes assez au fait de ce qui est intégré dans la loi 2002. Et là, je propose peut-être à Morgane, qui sur la participation, de nous partager un petit peu ce que sont les enjeux éthiques et démocratiques. Les Vas-y, enjeux Morgane. éthiques et démocratiques. Non, je cherche en même temps. J'ai les freins, j'ai pas les enjeux éthiques et démocratiques. Ah, alors attends. Alors moi, je t'avais sur ça. Dans tous les cas, euh, la parole de l'un vaut la parole de l'autre. Ça fait partie de la charte du CNPA. Et je pense que là, on est vraiment sur cet enjeu euh, éthique où le respect de la parole et la reprise pas de pouvoir, mais euh, se réaccaparer sa propre parole. Voilà, et du coup, ces conseils s'ancrent vraiment là-dedans, de pouvoir, moi je dis souvent, on n'est plus totalement spectateur de notre vie, on redevient acteur. Mm. À notre échelle, à notre niveau, beaucoup dans les motivations à l'arrivée, c'est de se dire, on a traversé ça, on ne souhaite plus que quelqu'un d'autre le retraverse. Donc, si on peut faire améliorer, apporter notre petite pierre à l'édifice pour que les prises en charge soient plus complètes, dans leur intégralité, plus effectives, je pense que c'est vraiment le rôle de beaucoup de délégués d'améliorer les choses, en fait. Donc, je ne sais pas si je suis vraiment dans les clous. J'ai les freins en face de moi et j'ai pas le côté éthique. T'inquiète pas, merci Morgane. Non, mais parce qu'en fait, c'est vrai qu'on avait une personne, Agnès devait être là, n'a pas pu être là aujourd'hui, donc je t'ai pris un petit peu de cours. C'est pas grave, je sais pas si j'ai complètement Mais si, répondu, c'est très mais bien. Moi, j'avais noté des choses puisqu'on a quand même préparé. Oui, Florent, je te donne la parole juste ah ça après. y est, Euh, voilà. En fait, il y avait plusieurs enjeux éthiques démocratiques, mais quelque chose qui ressortait beaucoup, c'était de dire que voilà, la participation, en fait, elle doit être considérée comme un droit fondamental. En fait, elle contribue à redonner leur place, même pas leur place et leur légitimité aux personnes. Florence, tu voulais faire un ajout, vas-y. Juste à rajouter une petite chose, c'est que avec l'enjeu surtout, c'est on retrouve la pyramide de l'État complète. C'est-à-dire en haut, on a le président, puis en bas, on a la population. On s'est rendu compte depuis des lustres que les gens ne votent pas, hein. Il y a un très très fort taux d'abstention, quel que soit le type d'élection. Et le fait de la participation, ça réactive toute la base de la pyramide. Et donc, on a vraiment, voilà. Et comme nous, notre travail, c'est de faire circuler tout ça entre le régional, le national, on a un nouveau poumon, je dirais, ça donne un nouveau poumon à notre pays. Voilà. Merci Florence. Alors ensuite, justement, ça devait être Agnès. Après, si vous voulez, je vais juste la présenter rapidement. Vous pourrez compléter peut-être Florence et Morgane. Donc là, il y a l'échelle de la participation. Il y a plusieurs formats qui existent. Parfois, on parle de pyramide de la participation. Là, ce schéma, il nous a été proposé justement par le CNPA, euh, où dans la participation, il y a différents niveaux. Et par exemple, en effet, on est sur cette échelle de la participation qui date, 1969. Mais voilà, on considère par exemple sur les deux premiers échelons qui sont de la non-participation, c'est-à-dire que on est juste utilisateur, etc. Voilà, ça peut même être parfois détourné en manipulation, ce qui n'est pas toujours le cas, mais on est plutôt sur de la participation passive. Après, il y a un concept qui est plutôt de la coopération, et tout à l'heure, vous avez évoqué
Dans le chat, la participation pour vous, c'était du collectif, du partage ensemble. Donc, on est quand même aussi là-dessus sur cette coopération. Et là, on est en effet sur des niveaux de, à minima d'information, de consultation des personnes, et puis de concertation et d'implication. Et puis là où dans cette échelle, on considère que le pouvoir, il est vraiment effectif, que la participation, elle est effective, c'est vraiment quand on est en partenariat, c'est-à-dire participer à trouver des solutions avec les responsables, de faire partie de la gouvernance, par exemple, la délégation de pouvoir, et puis l'action citoyenne, faire partie d'un groupe de représentants qui peut être à l'origine d'un projet. Le CNPA l'illustre bien, voilà, cette instance qu'est le CNPA. Voilà, donc c'était intéressant de vous montrer cette échelle parce que moi, d'habitude, j'ai plutôt l'échelle pyramidale, et là, je trouve c'est assez fort, hein, on est quand même, on passe du passif au symbolique, à l'effectif. Mais voilà, c'est de voir aussi que parfois on croit faire de la participation et finalement on est plutôt dans quelque chose de passif. Est-ce que Florence ou Morgane, vous voulez faire un commentaire juste sur cette échelle? Pas particulièrement? Non, non. Voilà. Bon, de toute façon, on vous l'enverra. Donc voilà, ça c'était aussi pour revenir un petit peu sur les différents degrés de participation. Voilà, la participation, elle n'est pas forcément effective, même si parfois Mm. on croit être dans une démarche participative et avec toutes les bonnes intentions, mais dans la réalité, elle peut être plutôt passive. Sur les frais et difficultés, je vais vous proposer le même exercice que tout à l'heure. Vous avez partagé dans le cadre de l'inscription à ce webinaire les freins et difficultés que vous pouvez rencontrer. Avant que Florence, pareil, et Morgane reviennent sur ces différents freins, est-ce que vous souhaitez, dans le chat, je vous propose de mettre le plus gros frein pour vous? Quel est le plus gros frein, selon vous, pour rendre effective cette participation? Donc, je vous laisse la motivation. Alors, la motivation de qui? Mm. Ah, Bah, la motivation des personnes. Après, motivation revient trois fois. L'adhésion, le désir. On parle de la motivation des personnes concernées ou de la motivation des professionnels? c'est les deux. Motivation des Ah. personnes accueillies, les a priori des accueillants, la Mm. non-reconnaissance du français, capacité d'expression des accueillis, la temporalité, motivation des personnes accueillies et des équipes, la peur, motivation des professionnels, a priori des professionnels, le manque de temps, la peur de l'échec, Pas d'échec. Mais... dépasser les blocages chez les personnes qui n'ont pas l'habitude d'être entendues, écoutées. Bon, ce qui revient beaucoup quand même, c'est la motivation côté personnes accueillies, côté équipe, côté professionnel, les a priori qu'il peut y avoir, et puis la peur que ce soit côté accueilli ou côté professionnel. Je pense qu'on va y revenir en effet. Hop, Florence et Morgane. On avait identifié, alors j'ai d'autres slides, hein, mais en effet, Mm. quand on a préparé ensemble, on a identifié quatre freins, en tout cas difficultés, des freins qui sont liés aux organisations, au cadre institutionnel, des freins qui sont liés côté professionnel, des freins côté personnes accompagnées, mais aussi des freins aux difficultés dans la mise en œuvre. Donc, Mm. je crois que Florence, je te, Mm. c'était sur les freins liés l'organisation, au cadre institutionnel. Je te mets ce qu'on avait mis, comme ça, Oui, oui, oui. si je te laisse en parler un petit peu. Oui. Bah, écoute, moi, je distingue deux choses là-dedans. C'est que il y a le cadre formel et le cadre informel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a pondu cette loi, on a mis des temps et des temps infinis avant de... C'est quoi cette loi, Cassochin, etc. Qu'est-ce que c'est pas? Et encore aujourd'hui, beaucoup de gens ne la connaissent pas, alors que ça fait plus de 20 ans qu'elle est là. Donc bon, on a dévolu l'application essentielle au niveau de la participation aux institutions et donc aux travailleurs sociaux pour l'essentiel. Moi, je préfère le mot de intervenants sociaux parce qu'il y a plus de 150 métiers, donc il y a de quoi faire. Mais ces gens-là, ils ne savent pas plus que nous ce que c'est que la participation. Et puis, ils n'ont pas le temps, on l'a mis, hein, ça c'est vrai aussi. Et puis, il y a des injonctions au niveau des blocs, hein, c'est-à-dire que chaque directeur, il met un petit peu sa sauce et à sa façon de comprendre la participation. Et donc, en fonction du temps, en fonction du personnel qu'il a, en fonction du nombre de personnes qu'il accueille, en fonction de plein de choses, s'il fait beau demain, etc., il va, tiens, on va faire un peu de participation. Tant et si bien qu'on a été obligé
de créer d'autres lois qui obligent à. Alors, les CVS qui servent à rien, qui existent parce que c'est la loi, il faut. Non, mais c'est pas une critique, je veux dire, c'est que où on a compris ce que veut dire la participation et on a foi en ça, on se dit, tiens, ouais, ça c'est un truc, il faut, c'est bien de le faire, ou on n'a pas compris. Moi, je crois que dans l'essentiel des gens qui se plantent, c'est que des gens, ils n'ont pas compris. De ce côté-là, donc, parce que c'est. Et puis, ils ont beaucoup de gens, les papiers, les administrations, les liens, les là, etc. Donc, c'est très compliqué tout ça à mettre en place. De l'autre côté, quand je parle, il y a les accueillis, on n'a pas expliqué aux gens que ce que c'était la loi de 2002. Le pouvoir qu'on nous a attribué à tous, parce que c'est à tous les citoyens, elle n'est pas appliquée que aux personnes accueillies accompagnées. Puisque vous n'allez pas voter, ben on va créer d'autres trucs pour vous faire participer. On a créé ça. Ça, c'est génial. Seulement, il n'y a pas une plénière, qu'elle soit de type régional ou national, où il n'y a pas des gens qui nous disent oui, mais à quoi ça sert tout ça? Est-ce que ça va quelque part? Est-ce que, etc. On est juste là pour passer une bonne journée pour tailler le bout de gras. Bon, pourquoi pas après tout, hein, c'est sympa aussi. Hein. Ils sont très sympas, nos plénières. Donc voilà. Donc d'un côté, on leur dit, faites ça, et puis on leur donne pas plus d'explications même que de ça. C'est lié aux idées que se font tous les directeurs de structures. De l'autre côté, les gens, et puis il y a même des gens qui ont peur de parler parce qu'ils sont dans une situation difficile, délicate, etc. Et il y en a même qu'on menace un petit peu quand même. Hein. Bon, enfin bref, on va pas parler de cela. Et donc, et chacun, il va de sa chanson. Donc ça, c'est le cadre formel. Mais là où ça fonctionne bien, la participation, c'est dans le cadre informel. C'est-à-dire, tu fais une réunion chez toi avec des copains, quel que soit le groupe que tu représentes, qu'il soit culturel, philosophique, tout ce que tu veux, et tu crées des mouvements. Là, c'est de la participation. Et là, ça fonctionne. Là, ça fonctionne Bah, on parce y que reviendra après, Florence. C'est voilà. bien, Et tu là, donnes ça déjà des fonctionne. pistes, mais dans le coup, Donc on y voilà, c'est reviendra ça. Il y juste a, il y a- il y après. a les contraintes qui sont liées aussi à un peu à la politique, hein, on va dire. Hein. Mm, mm, Voilà. Est-ce que c'est bien en tant mm. que directeur de chose de défendre ça ou ça ou ça, quoi. Voilà. Merci, Florence. Morgane, est-ce que toi, c'était sur les freins professionnels, c'est ça? Oui, puis même, enfin, je reviens, enfin, j'avais en tête un exemple déjà. Vas-y. Il faut être quand même concret quand on est dans les structures d'hébergement. On est assez difficile à capter parce qu'on est noyé sous les papiers. On nous demande notre avis d'impôt de telle année où on ne sait pas où c'est. Enfin, donc, c'est assez difficile de se dire, ouais, super, je vais aller participer. Là, vous avez Florence qui est entre guillemets une chevronnée de la participation, pour qui c'est facile. Mais dans les centres d'hébergement, concrètement, ça va, c'est pas si simple de nous capter. Et en fait, ce que disait Florence, avec mes mots à moi, c'est il faut peut-être oublier le côté formel des réunions et qu'un atelier cuisine au Mm, sein du CHRS, c'est déjà de la participation. exactement. Mm. Et c'est peut-être une participation beaucoup moins alibi et plus efficace que de nous mettre dans une salle avec des papiers et des crayons et faire les choses de façon protocolaire. Un atelier cuisine, ça marche bien. Et dans les CHRS, ça marche très bien. Vous voyez voilà, toutes les femmes qui sortent de leurs appartements pour venir à l'atelier. Ça, c'est déjà de la participation. Redonner la capacité de se remettre acteur. Voilà, donc la question sur des questions sur les postures, en fait, comment faire une place réelle à la parole des personnes. C'est Là, il y a aussi la posture des professionnels. Tout à l'heure, j'entendais la motivation des personnes dans Ouais. les freins. Mm, mm. En fait, c'est comme tout, si la participation, c'est quelque chose, en tout cas comme nous on l'entend au CNPA, où on a l'envie de faire avancer les choses, je vous prends un cas très concret. Vous êtes fracassé par la vie, vous arrivez en CHRS, vous complétez le projet d'hébergement. Mais c'est quoi ça? Vous êtes complètement fracassé, vous n'avez aucun projet dans votre vie. Et la première ligne de ce document, alors je ne sais pas si c'est encore le cas, j'espère que non. Peut-être que Euh, les collègues pourront nous dire via le chat si c'est toujours le cas. Vas-y, ouais, c'est ça. Morgane. Et concrètement, c'était quel est votre projet? Eh ben, de survivre jusqu'à demain.
Et en fait, ce terme projet et cette feuille d'accompagnement qu'on remplit en arrivant, mais c'était d'une barbarie incroyable en fait. On nous obligeait à avoir le terme parce que c'est de la sémantique aussi, le terme projet, voilà, c'était bien. Et en fait, on n'est pas du tout dans cette dynamique-là en arrivant et on se dit pas, ouais, super, je vais me faire mon capital pour devenir primo-accédant en étant en CHRS. Enfin, c'est pas un plan d'hébergement le truc. Enfin, j'ai pas ce décalage-là. Et en fait, Mm. c'est aussi ça la participation, c'est de se dire, on vit des choses, on voit des choses, on a traversé des choses, et en fait, on aimerait que ça ne se passe plus comme ça par la suite parce que bah, c'est pas entendable en fait. Donc, ouais, je serais très curieuse de savoir effectivement parmi les gens dans la salle Mm. si ce questionnaire, ce projet d'hébergement existe toujours sous ce De vie format-là. En même. tout cas, Alors, n'hésitez pas dans le chat, hein, les collègues qui sont connectés, nous dire si en effet c'est le cas ou si vous avez des questions plus spécifiques sur ça ou des réactions justement, si vous avez rencontré ce type de situation, en effet, comme tu dis, Morgane, de se projeter alors que pour l'instant on est plutôt dans l'immédiateté. Mm. Et Il y a des idées qui manquent personne. Il y a une idée là que j'ai sous les yeux qui me fait peur. Quand j'ai dit la peur de la perte de pouvoir des professionnels. Messieurs, vous n'avez aucun pouvoir. Voilà. Le pouvoir, c'est la personne qui. Elle ne le sait pas, mais c'est elle qui a le pouvoir. Vous, vous êtes là pour aider, pour donner des outils. Mais c'est pas vous qui jouez avec les outils, c'est la personne. Quand je vois ça, ça me fait peur. Hein, on fait, voilà, on croit que, d'ailleurs, on l'a mis dans les tendances des professionnels au niveau de la posture, de croire qu'on sait mieux que la personne. C'est très dangereux, ça, comme idée. alors là, on a une réaction dans le chat, mais en effet, c'est dans le cadre d'un EHPAD, donc c'est une situation de personnes âgées qui dit que chaque résident a bien un projet personnalisé. Et moi je suis d'accord, mais c'est encore une réalité. Alors je sais pas, Stéphanie, sur quoi? Sur la réalité de ce que vient d'évoquer. Voilà. Souvent c'est simple. En tout cas en EHPAD, nous dit Timothée, le projet est d'abord de bien vivre en bonne santé. Mais on est dans une spécificité en effet de personnes âgées. Mm. Merci mesdames, je vous propose. Alors attendez, je regarde le chat parce qu'il y a les réactions. L'idée c'est que ce soit la peur de la perte de pouvoir des professionnels. C'est encore une réalité. Voilà, c'est ce que dit Stéphanie. Elle fait oui, en effet. Ce que tu viens de dire, Florence, sur le pouvoir, c'est pas forcément le pouvoir des professionnels, mais c'est quand même une crainte du côté professionnel. Moi, Sur j'ai bien peur. l'hébergement d'urgence, nous avons un contrat d'hébergement pour le mois avec des objectifs simples et accessibles. Voilà. Alors, il y a une question qui est un mot sur la temporalité dans la mise en œuvre de la participation. Est-ce que, voilà. On Morgane va dit dire- oui, vas-y, Morgane. ah Parce ouais, que bah, je vais épargner un peu Florence, oui, elle a oui. beaucoup parlé. Alors, il- Morgane, la temporalité. ouais, effectivement, il y a, bah, là encore, on revient sur quand on a, en fonction. Alors, hors EHPAD, effectivement, je ne connais pas encore la situation, j'espère la connaître. Là encore, petite parenthèse, hein, dans les centres d'hébergement, les espérances de vie sont quand même bien amoindries. Donc, c'est un vrai espoir d'arriver un jour à l'EHPAD. Euh, oui, la temporalité, elle est importante. Elle est importante dans le respect de la temporalité de la personne qui n'est pas forcément disposée à, mais également dans la temporalité du professionnel. On manque de façon globale de moyens, de temps pour les professionnels. La participation, ça demande du temps. Mm. Parce qu'on est sur de l'humain, on est sur de l'humain globalement cabossé, abîmé, et du coup, ça demande beaucoup de temps. Et cette temporalité-là, elle est assez difficile à chiffrer, à quantifier, en fait. Et c'est là où ça peut être compliqué. Euh, la temporalité, qu'est-ce qu'on aurait pour voir encore, Florence? Ou il y a Anne-Sophie aussi dans la salle qui peut aussi nous. Anne-Sophie, qui est coordinatrice du comité régional des personnes Oui. accueillies et accompagnées. Oui, Anne-Sophie, n'hésite pas. Effectivement, alors si vous me permettez, je vais dire un mot sur la Bien sûr. temporalité. Effectivement, ça prend du temps et plusieurs acteurs parlaient là du fait de la motivation, mais c'est vrai que il y a une part d'autostigmatisation pour les personnes qui, du départ, ne voient pas nécessairement l'intérêt ou la portée que peut avoir leur participation, autant à une échelle individuelle que collective. Mais à partir du moment où on prend le temps de chercher quels sont les désirs et les intérêts de la personne à un niveau individuel, encore une fois, comme collectif,
il faut un temps de progression en fait. Il faut se donner en tant que professionnel la possibilité de se dire bah aujourd'hui ça marche pas, mais on sème une graine en fait dans l'esprit des personnes pour leur démontrer leur pouvoir d'agir. Donc, effectivement, la participation, ce n'est pas quelque chose d'immédiat, c'est quelque chose qui se plante sur le moyen long terme. Donc, il faut revoir aussi sa propre temporalité quand on encadre en tant que professionnel, mais il faut aussi laisser le temps à la personne de réagir, d'acter la question et puis ben, de développer son mode d'action. Mm. Je peux rajouter Merci quelque Anne-Sophie. chose. Vas-y, Florence. Je dirais là, il y a deux temporalités. Il y a la temporalité des professionnels qui encadrent et qui, eux, n'ont pas de temps parce qu'ils sont pris par voilà, hein, les démarches, les choses comme ça. Et la temporalité de la personne accueillie et accompagnée. Moi, en CHRS, j'ai vu des gens qui s'enfermaient dans leur piole. Ils arrivaient, mais bon, certains, par exemple, travaillaient, ils arrivaient, crac, ils s'enfermaient dans leur piole tout le reste de la journée. On était trois ou quatre dans la maison, on les voyait jamais pointer le bout de leur nez. Hein, si ce n'est. Donc, il y a la temporalité de la personne accueillie, accompagnée. Et ça prend du temps, effectivement. Quand tu arrives, tu as pris un bon coup dans la figure. C'est pas tout de suite que tu peux te mêler aux gens. Mais il y a aussi le fait que dans ce qu'on parle de participation, on veut toujours des choses bien carrées, bien machin, tout ça. Bon, la participation, c'est 10 000 choses. C'est on bouffe ensemble, c'est on va faire des courses, c'est tiens, on va boire un coup, tiens, on va au cinéma, tiens, etc., etc. Il y a plein, c'est à l'infini, la participation. Et que pour, Bah, voilà, et que pour mener la vie qui va, parce que les papiers, bon, bah, c'est bien, c'est sûr, c'est chiant, excusez-moi l'expression, mais ça prend quoi dans la vie de quelqu'un? C'est ça que moi je veux dire. Ça prend quoi dans la vie de quelqu'un? Pas grand-chose au niveau de temporalité, justement. Et le reste, et c'est ça qu'il faut. Le pouvoir d'agir, c'est là qu'il se gagne. C'est quand on s'est occupé et quand on se légitime, qu'on se donne on se retrouve ou on se donne le droit à aller au cinéma, à lire, à écouter de la musique, à papoter, etc., etc. Et c'est ça, et c'est celle-là de temporalité qui est la plus importante et qui fait défaut. Voilà. alors c'est intéressant parce que Problématique. Florence, tu apportes peut-être une partie de réponse à une des réactions dans le chat qui est la participation dans le cadre d'un hébergement d'urgence. Ça peut être difficile car les personnes ne restent pas forcément très longtemps et Pas celles grave. qui restent longtemps n'ont pas l'idée de participer à des actions. C'est ça. Ou alors on crée des liens. Moi, j'ai créé des liens encore aujourd'hui, après 7 8 ans, 8 ans maintenant que je suis sortie de là, avec des collègues que je côtoie toujours, avec qui on fait toujours des choses. Voilà, c'est propre à chaque individu. Il faut impulser le truc. Voilà. Les travailleurs sociaux ne peuvent pas tout faire loin, très très loin de là. Et d'ailleurs, si on les aide dans ce sens-là, on crée vraiment des choses et on leur donne des idées, on participe. Parce que la réalité, en fait, c'est que si ils ne sont pas aidés, les travailleurs sociaux, et pas par leur structure, par leur chef, etc., mais par les personnes qu'elles accompagnent, ça ne fonctionne pas. Voilà. C'est compliqué, ça Bah, ne fonctionne pas. merci Mal. Florence et merci Morgane. Ce que je vous propose justement, parce que vous l'avez déjà commencé à en parler, et Florence et Morgane, c'est de passer au levier. Et comme ça, quand tu auras présenté, on pourra avoir aussi des échanges plus en direct avec les participants. Hop, parce qu'en fait, elles ont fait un gros travail, les délégués du CNPA, sur les leviers et conditions. Hop. Et là, je crois que c'était toi, Morgane. Tu me dis si je me suis trompée ou pas. Non, elle est marquée. Ah, ton micro est fermé. Hmm. Morgane, ton Et micro le n'est temps pour pas finir. ouvert. Bon, sinon, Attends, je peux prendre, voilà, je peux attends, continuer. Vas-y, vas-y. demander. Morgane, est-ce que tu arrives à faire ton micro? Alors, il y a un commentaire en attendant, en EHPAD, nous faisons au quotidien tant de papotage, convivialité, accueil et surtout avec l'animatrice lors de nombreux ateliers. Le souci est de trouver comment le valoriser pour répondre à la haute autorité de santé. Donc là, on est sur un effet Moi, je fais de la chorale avec Morgane. les Elle NEHPAD. semble bloquée, Morgane, en fait. Hein. Bah, Laurent, je vais te laisser la parole alors. Ouais. Toi, par exemple, cette dame-là qui parle d'EHPAD, moi, je vais à la chorale des copines qui sont dans un EHPAD, enfin, d'une résidence senior. Tas de copines, je me suis des tas de copines. J'adore chanter. Et elles ont une chorale. Et donc, voilà, on se réunit, on chante. Et c'est magnifique, c'est magnifique. Il y a une dynamique, il y a une pêche là-dedans. C'est waouh, c'est incroyable. Voilà. C'est le fait d'organiser mais plein de choses. Et voilà, on peut faire des milliers de choses. Hein, on fait une partie d'échecs, on fait une belote, on va faire un concours de boules.
voilà, il faut multiplier parce qu'on a tous des idées, on a tous des savoirs, des compétences. Mais justement, en plus, dans un EHPAD, les enjeux, les challenges, ils sont passés. Je veux dire, hein, on n'a plus, voilà, eh ben, on a qu'à penser à qui? À nous. Et le problème de la participation chez les hébergés, donc qui sont avec leurs papiers en urgence, etc., c'est que presque ils ne se reconnaissent plus le droit de tout ce qui est, on le voit, tout ce qui est culturel, tout ce qui est loisir, qui a un petit peu une connotation, une couleur de loisir, on finit que, ben, ils se disent, ah ben, oh non, il faut les papiers, il faut la situation, il faut ci, il faut là. Ils se sentent plus légitimes d'avoir de la joie, de la gaieté dans leur vie. Et ça freine beaucoup de choses. Et c'est Mm. stupide, parce que voilà, pourquoi? Hein, Écoute, moi que Morgane a dû avoir un problème de connexion en attendant qu'elle oui, se je vois ça. reconnecte. Florence, dans le coup, je fais appel à toi sur les Il n'y a pas leviers. de souci. Voilà, Y a pas de on avait souci. vu des leviers du côté des. On avait repris le même format hein, qui était côté organisation, cadre institutionnel, côté professionnel. Je vais te les afficher comme ça, voilà. Hop, Ah là, voilà. voilà. Revoilà Morgane. Ah, revoilà Morgane. Voilà, Est-ce que tu Morgane, es pardon. avec nous? Oui. Écoute, on t'attendait. Si je me suis pas trompée, toi, tu parlais des leviers côté organisation et cadre institutionnel? Mais oui, Ou et j'ai. puis c'était aussi clarifier les objectifs et les marges de décision. Donc, c'est vraiment redonner une réelle place à la parole dans les décisions. Moi, j'ai souvent dit, un jour où on rencontre les élèves de Sciences Po, ou plutôt les élèves de Sciences Po viennent à nous, et on les sentait un peu des participants, la participation. C'était pas qu'il y avait une timidité, mais il y avait l'espèce de pudeur. Et j'ai souri et je leur ai dit, rassurez-vous, on ne mord pas et on n'est pas contagieux. Et en fait, les emmerdes, c'est pareil. Les emmerdes dans la vie, c'est pas contagieux. Voilà, on n'est pas. Maintenant, un des trucs à voir et à savoir sur la participation, il y a quand même des écrits aussi, je pense au gros travail de Lou sur Parole sans filtre. C'est ça. Disons que dans la participation, si vous avez à dire merde à une instance, à un institutionnel, voilà, vous allez lui le dire tel quel. Vous n'allez pas mettre un enrobé, vous n'allez pas mettre des belles formes, vous allez parler comme vous le pensez. Et ça, c'est parfois pas toujours évident. Et en même temps, bah, quand vous savez que la participation, c'est du parole sans filtre, et ben c'est du parole sans filtre. Et justement, on n'a pas ces filtres sociaux, sociétals, où il faut savoir mettre la forme. Et ça fait quand même de très, très belles choses aussi parce que il n'y a pas de langue de bois. Donc, les choses qui ne vont pas, elles sont aussi dites de façon très claire. Et ça peut être un vrai soutien aussi, même pour les professionnels, de se dire il y a des dysfonctionnements parfois, on les voit, on les comprend, mais on n'ose pas le dire parce qu'on est pris avec plein de papiers cadeaux et plein de bolducs. On finit par se faire des nœuds là-dedans et on peut plus verbaliser les choses. Et le participant, il va arriver, il va mettre les deux pieds dans le plat, propre et net, sans même se poser la moindre question, en fait. Donc, ça peut être un réel avantage d'avoir des gens qui n'ont pas ces filtres-là, qui n'ont pas ces codes-là et qui n'ont pas envie de les avoir d'ailleurs. Donc voilà. Pardon, Oui, excuse. pardon, vas-y, continue, Morgane. Oui, et c'est vrai que le manque de temps, on en parlait tout à l'heure, il est vraiment important aussi que la participation s'inscrive dans la durée. Alors effectivement, dans les centres d'hébergement, quand c'est un hébergement de 3 mois, de 6 mois, ça va être très compliqué de capter cette personne. Là, j'ai envie de dire, il faut faire appel à la finesse du professionnel que vous êtes. Vous voyez des profils. Euh, Vous voyez qui, entre guillemets, qui en a sous la pédale. Même si c'est encore caché, même si c'est masqué par plein de choses par-dessus, où il y a 3 tonnes de couettes et de couvertures qui ont été mis sur la tête. Si vous percevez une bribe de conviction, de militantisme, d'envie, de niaque chez quelqu'un, eh ben, faut le connecter à la participation et ça fera sûrement une belle merveille en fait. Faut s'en servir. Alors, C'est Morgane, Florence, il y a quand même une petite demande dans le chat. oui, Peut-être faut-il remettre en contexte rapidement ce qu'est parole sans filtre? Parce que vous aviez évoqué parole sans filtre. C'est quoi Bah, parole vas-y, sans filtre? Morgane.
Parole sans fil, c'est un plaidoyer qui a été fait. Alors, Anne-Sophie, tu me corriges hein, si c'est la face ou l'armée du salut ou les deux qui le portent. Lou Jane? Les trois même, avec l'UNIOP. Alors, donc, tous les porteurs y sont la Fondation de l'Armée du Oui. Salut, la Fédération des acteurs de la solidarité et l'UNIOPS, sur effectivement le chef-d'œuvre ou un des chefs-d'œuvre de Lou Amida, sur Parole sans filtre, sur justement, alors si, je ne sais pas s'il y a moyen de mettre le lien de ce truc-là Sûrement. sur le chat. Alors moi, j'ai pas la possibilité d'aller le mettre. Je sais pas si Anne-Sophie l'a quelque part. Pas hésiter à le partager dans le chat si tu Ça l'as. vaut le coup, hein, c'est comme un Oui, je vais lien vous le partager d'amitié. dans un instant. Super, merci Anne-Sophie. Et voilà, c'est un peu, enfin moi je m'en réfère souvent. Je vous prends un exemple très concret. Il n'y a pas très très longtemps, il y avait une réunion de chargé de mission et on n'était pas d'accord sur une instance qui paye, qui est financeur, qui des frais du RH. Mais c'est une instance, alors c'est pas du tout le CNPA, mais qui est hautement violente pour les participants. Et j'essayais de leur expliquer que ce n'était pas possible d'amener des personnes vulnérables dans cette instance. Et en face, les chargés de mission me disaient ouais, mais le budget RH, c'est important. Et j'ai fini, je leur dis eh, pardon pour ce que je vais vous dire, parole sans filtre. Tant qu'à Mhm. vous prostituer, autant vous prostituer à cher et demander un budget RH fois 2. Alors, j'ai vu que j'avais perdu la moitié des chargés de mission. Mais l'autre moitié que je n'avais pas perdu, ils ont bien compris ce que je voulais leur dire. Et ça, c'est parole sans filtre. Enfin, ça peut être un peu brutal, mais et moi, je l'ai verbalisé comme ça. J'imagine bien qu'ils vont pas à Boulogne sur leur temps de travail, évidemment. Mais c'était dans mon idée, c'était de se dire, ouais, bah, vous amenez des gens juste pour du budget RH. Attention. Donc voilà, et c'est aussi ça, parole sans filtre, c'est d'envoyer des gros pavés. Il n'y a pas forcément l'intention de blesser, il y a aussi bah, une illustration parfois qui peut et qui sert en fait. Hein, une petite anecdote comme ça, le jour où je fais mon premier PD à l'HPD, donc plan départemental, logement, machin, machin. Et c'était vraiment une participation à Libye. Et sur le logement, en fait, on avait toujours 15 wagons de retard, 15 années de retard. C'est tout. Et je m'agace en leur disant, mais à quel moment on anticipe plutôt que de courir après le train, à quel moment on se met des longueurs d'avance. Le préfet me balaye d'un revers de la main, donc je reviens à la charge en lui proposant des actions concrètes. Et à la fin de la réunion, il vient me voir et il me dit, mais vous êtes qui? Parce que j'osais dire les choses. Je l'ai regardé avec un grand sourire, je lui ai dit, bah, votre décret. Et voilà, parce qu'on est légitimé par décret, bah, lui, il est tout en haut, nous, on est tout en bas, mais on est dans la même balance. Par contre, quand ça ne va pas, il faut savoir le dire aussi. Il n'y a pas de langue de bois. Je crois que c'est vraiment ça. Il n'y a pas de mal à dire les choses de façon simple. Et quand ça va pas, ça va pas. Et il n'y a pas de paquet cadeau, il n'y a pas de bol duc, il n'y a rien du tout, ça va pas. Donc voilà, souvent le manque d'outils aussi. Comme le disait Florence, comme on l'a déjà dit aussi, la participation, on s'attend à faire une salle de réunion, se poser. Mais non, effectivement, participer déjà, surtout pour les centres d'hébergement et autres, hein, refaire une sortie. Sortir, Un repas. échanger. Là encore, c'était avec le haut-commissaire à la lutte contre la pauvreté sur les budgets culturels. Pour lui, la culture, c'était l'opéra. Et j'ai rigolé, j'ai fait, c'est vachement bien l'opéra, mais on n'a déjà pas de quoi s'acheter une place de cinéma. Et quand on va au Resto du Cœur, c'est compliqué de dire, oh, la pièce d'hier, elle était magnifique. Et je lui dis, ça colle pas, en fait. Et il m'a regardé, genre, mais ouais. Et je fais, franchement, si déjà on avait une place de cinéma et qu'on pouvait échanger sur le film après, on aurait déjà un petit accès à la culture qui nous permettrait une sociabilisation. L'opéra, oui, c'est culturel, mais il y a peut-être quelques barreaux intermédiaires à l'échelle avant d'arriver à ça. Donc voilà, créer un cadre sécurisant, c'est hyper important. De façon globale, on est tous des cabossés, des écorchés. S'il y a la moindre hostilité, forcément, on va faire le principe de l'huître, hein, on va se replier et vous nous perdez définitivement. On ne reviendra pas. Reconnaître les savoirs issus de l'expérience. Quand vous accueillez quelqu'un, il arrive avec ce qu'il est et avec son bagage.
Alors oui, il arrive avec ses traumas, oui, il arrive avec ses déglingos, son côté déglingué, bah, oui. Mais avant ça, il avait un parcours, il avait une vie. Et c'est, en fait, c'est la participation, c'est reprendre la personne dans son entièreté et pas que sur un événement de vie. Et c'est, en fait, c'est vraiment un changement de regard, euh, concevoir les choses autrement. Alors, moi, j'étais en train de me dire depuis que je suis dans la participation, mais combien de café j'ai bu? Voilà, non, non, mais sincèrement, c'est impressionnant les kilos de fèves de cacao. Voilà, mais c'est c'est important et je pense qu'autour d'un café, on fait autant, voire plus. L'idée, c'est de débloquer et d'accompagner. Ouais, oui. Et Merci. il y a pas de miracle, en fait. Pardon, merci. Non, J'ai non, non, dépassé non, le non, temps. non. Ah non, t'inquiète, c'était juste pour te dire, Morgane, que je mets aussi à l'écran ce qu'on avait évoqué sur les leviers, voir s'il y a des choses que tu veux, sur lesquelles vous voulez l'une ou l'autre revenir, parce que c'est plus intéressant d'avoir vos retours vécus que ce qu'on a préparé, voilà. Mais comme tu l'as dit, il y a un axe. Ce que j'entends, c'est qu'il y a la participation. Elle peut être très simple, dans le sens où, en effet, c'est des choses, comme tu dis, sortir. Florence avait évoqué Oui. faire un atelier cuisine. Voilà, mais c'est en fait, comme tu disais, c'est partir des expériences, de ce que souhaitent les personnes. Euh, mais il y a aussi dans la mise en œuvre concrète, tu l'as évoqué, hein, le côté sécurisant, les espaces Hum, sécurisants, hum. euh, et proposer des modalités d'animation variées, pas seulement des réunions formelles, ça aussi tu l'as dit. Enfin voilà, c'est pas forcément autour d'une table. Voilà, ça peut être beaucoup plus, vous l'avez dit toutes les deux à plusieurs reprises, le côté informel en fait, de vraiment les professionnels, on a peut-être l'habitude, mais d'être dans des bureaux, dans des réunions avec des tables, des chaises, etc. Là, sur la participation, on est plutôt dans quelque chose d'informel, ce qui passe mieux. Et puis s'adapter, bah là, on l'a évoqué plusieurs fois, hein, les rythmes et contraintes des personnes, la temporalité. Est-ce Le que vous vouliez langage. ajouter des choses sur des leviers? Je vais juste mettre à l'écran, parce que pareil, on va pas revenir dans le détail, mais si vous voulez illustrer des choses... Ah pardon, j'ai raté. Hum. Voilà. Si vous voulez illustrer des choses, Morgane et Florence, et dans le chat, n'hésitez pas à poser les questions, parce que là, Oui. l'idée, c'est vraiment de vous lever la main si vous souhaitez Oui. poser une question en D'accord. direct. En tout cas, merci au CNPA qui a fait un peu l'effort. Merci à vous. Vous avez travaillé avec Ronita, la coordinatrice, pour faire un peu ce tableau qui se veut pas la vérité absolue, etc., mais qui mettait d'un côté les freins et les leviers qui peuvent être identifiés pour lever ces freins et difficultés qui sont habituellement reconnus, enfin qui sont habituellement en tout cas rencontrés. Et là, je le vois, crainte du conflit ou de la remise à question. Dans les leviers, vous mettiez créer un cadre sécurisant, inclusif, accompagner les échanges. Voilà, je ne sais pas ce que vous voulez. Vas-y, Florence, tu souhaitais... Pour revenir sur le distinguo entre formel et informel, je dirais qu'il y a, nous, nous avons alors là-dessus un pouvoir qui est immense, c'est-à-dire que nous, comme disait Parole sans fil, comme tu disais très très bien Morgane, nous, si on a à dire merde, on dit merde. Hein, voilà. Et puis, moi, par exemple, donc pour citer juste une toute petite anecdote de machin, quand je m'occupais du GEM, donc de mon groupe d'entraide mutuelle, j'arrive l'après-midi, je les vois tous en terrasse. J'ai dit, vous allez passer l'après-midi à boire du café, fumer des clopes et cracher sur le monde ou on fait autre chose de plus concret? Ça, moi, je peux le dire, Morgane, elle peut le dire. Un travailleur social, c'est difficile, pas la même chose. Donc déjà, ça, nous, c'est quelque chose. Et justement, quand on réalise ça, ben, en avant. Et là, on avance, parce qu'après ça, on est parti, on a fait plein de choses. Je disais aussi qu'il n'y a pas de petites choses et de grandes choses. Il y a des choses où il n'y a rien. Si, par exemple, on fait un atelier de cuisine, c'est très bien. On fait des crêpes, c'est très bien. On fait du tricot, c'est très bien. Du moment qu'on fait des choses, on n'est pas là parce que là. Et je suis peinée de lire cette dame qui dit, elle quitte la Réunion, elle est pas quoi, évidemment, ça correspond pas du tout à ce qu'elle attendait. Elle dit face aux autorités, je ne pense pas que la parole sans fil passe très bien. Eh bien, cette dame a tort. Oui. Elle a tort, elle a grandement tort, et ce sont des gens comme ça. Alors, je lui en veux, hein, on n'en veut pas, mais ce sont des gens comme ça qui bousillent notre boulot. Ah, Florence, Je on le peut dire dis. peut-être, tu peux peut-être dire, je pense qu'elle a tort, parce que qu'elle a Oui, tort, moi, je c'est une pense que révélation. voilà, Voilà, juste pour effectivement. atténuer, parce qu'en fait, on a le droit d'avoir des positions différentes, et Non, non, j'entends mais tout bien, à mais fait. je trouve que je pense qu'elle a tort,
ça ne Excuse-moi. n'engage que toi. Voilà. Je Mais préfère voilà. réajuster parce qu'elle Oui, a le oui, droit de oui. penser que ça correspond pas à son activité, à son public. Toi, tu penses Je crois que que ça non. voilà, c'est sûr, Voilà. son public, mais à sa façon de penser, de concevoir son boulot, parce que visiblement, c'est quelqu'un qui travaille. Donc voilà. Et ça, c'est, voilà. Parce que nous, voilà, nous, l'avantage qu'on a, c'est que, comment dire, ben, quand on a à dire les choses, on les dit. On crache pas sur les gens, on les moleste pas, ni quoi que ce soit. Mais on les. Il arrive parfois, quand il y a besoin, moi, de les bousculer un petit peu, de dire, hey, tu vas te bouger un peu, là, ça va pas arriver tout cuit, ça va pas se faire tout seul. Tu as le droit. Moi, je leur dis, tu as le droit de crier, de hurler, de maudire le monde, machin, et puis après, tu te lèves et t'avances. Voilà. Et ouf, après ça, on se sent mieux et on est partant pour faire des choses, on est partant ben, pour reprendre possession de sa vie, parce que c'est ça le truc, hein. Là, c'est pas, on n'est pas là pour remplir des tableaux, pour dire faire des statistiques, même si on sait très bien que ça se fait derrière, mais nous, ça, on s'en fout. Nous, moi, quand je vais au GEM ou quand je vais quand je prépare des plénières, etc., ce qui m'intéresse, c'est la réussite de ce que je fais. C'est-à-dire, tiens, on a fait un atelier de cuisine, on s'est régalé, on s'est beaucoup amusé, on a beaucoup appris, etc., etc. Tiens, on a fait un atelier décoration, c'est Halloween ou c'est Noël, on a fait des tas d'étoiles, des boules et de tout ce que tu veux pour décorer. Waouh, on a un local maintenant, c'est génial, c'est plein de couleurs, c'est joli. Donc, voilà, c'est ça qui est important. Florence, Morgane, je crois que tu voulais intervenir. Vas-y. Ouais, en fait, l'idée dans la participation, c'est de remettre du lien entre les personnes. On se fait aussi avec les gens qu'on rencontre et dans des situations d'exclusion où voilà, il faut remettre petit à petit ce lien entre les personnes. Donc, il faut trouver tous les trucs et astuces pour recréer ce lien. Et je voulais juste parce que sur un déroulé d'un CRPA ou d'un CNPA, le mode d'action est un peu toujours le même. Et du coup, quand vous acceptez... Ah oui, la gymnastique, la valse, il faut que je vous en reparle. Quand on intègre cette gymnastique, c'est assez chouette. Un CR et un CNPA, c'est un peu toujours la même chose dans le fond. La forme, elle va changer en fonction. Non, c'est toujours pareil sur la forme et sur le fond, ça changera en fonction du sujet. Pardon. On commence toujours par des constats. Alors là, c'est magique. Tout le monde râle. Quand on prend le logement, le machin, le manque de logement, tout le monde râle. C'est normal, on décharge aussi. On est sur les constats. OK, une fois que tout le monde a déchargé, pause. Allez respirer, tout ça, tout ça. Pause se passe, on revient. OK. Alors, on a fait des constats, on a râlé, mais maintenant, il faut qu'en face de chaque constat, on apporte une préconisation. Qu'est-ce qu'on aimerait voir pour que ce constat-là n'existe plus? Et du coup, vous avez cette gymnastique qui se fait et que quand vous l'appliquez dans votre vie après, autre que dans la participation, c'est génial. Vous avez une difficulté, ok, on râle, ok, et après. Et du coup, ça oblige cette dynamique de reprendre son côté acteur. On n'est plus spectateur de notre propre vie, on reprend ce côté acteur. Je pensais à la valse tout à l'heure. Avec la participation, c'est vraiment une danse. Avec des participants, vous allez faire un pas en avant, et deux pas en arrière, et une rotation, et un pas en avant, et un pas en arrière, et une rotation. Et les pas en arrière, c'est parfois, enfin, pour en avoir croisé plein, 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 c'est hyper difficile quand vous avez vu quelqu'un faire des pas en avant. Mais ça fait partie de la temporalité de la personne et quelqu'un qui a fait un pas en avant, même s'il fait deux pas en arrière, il refera ce pas en avant. Bah Voilà. Morgane, alors, je trouve que c'est super important ce que tu es en train de dire, parce que je pense pour avoir aussi, quand on a travaillé sur le sujet, il y a potentiellement les professionnels ou des bénévoles qui veulent, qui sont dans des associations qui ont envie de faire participer. Il peut y avoir cette crainte on va me rentrer dedans, on va me reprocher des choses, on va me dire que ce qui va pas, et en fait, ça va être plutôt plombant. Et ce que je trouve intéressant, c'est que toi, tu expliques cette phase-là, on peut pas l'éviter. Tu me dis après si on peut pas éviter le fait qu'à un moment, si on demande leur avis, si on demande aux personnes de prendre la parole, évidemment que potentiellement il faut s'attendre à ce qu'il y ait des critiques, que ce soit négatif, mais il faut pouvoir c'est pour la temporalité aussi est très importante, c'est-à-dire qu'une fois, comme tu dis, qu'on a dit tout ce qui n'allait pas, il faut pouvoir reprendre un autre temps où on dit, OK, on a entendu, très bien, mais alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour
résoudre ces choses-là. Et je pense qu'en effet, le fait de dire attention, on ne fait pas les choses en une fois, et si on les fait mal, finalement, on va avoir que du négatif et on va pas pouvoir passer dans l'aspect force de proposition. C'est ce que j'entends dans ce que tu dis. Je trouve que c'est assez important parce que c'est ça qui peut faire peur, c'est cette phase de oh là là, il y a que du négatif et qu'est-ce qu'on va en faire? Mais ce négatif, finalement, c'est aux personnes qui ont évoqué le négatif de faire des propositions pour le résoudre. On est d'accord. Mais en fait, c'est ça, c'est accompagner à ce que chacun apporte sa propre solution. Mm. Le guider. Alors évidemment, oui, ce ne sera pas sans heurts, sans fracas, sans paroles dérangeantes, hein. La personne, je ne sais pas si elle a quitté le chat, mais je pense que oui, quelqu'un qui est déjà très, très ancré par les filtres, quelqu'un qui arrive sans filtre, il se dit non, mais ça, c'est pas possible, ça peut pas passer. Ben, moi, je repense au frontal que j'ai fait avec le préfet au moment où il était là, où il m'a demandé qui j'étais. Il m'a jamais oublié. Et quand par la suite, j'intervenais en réunion, il avait ses deux oreilles très connectées à ce que je pouvais dire. Alors, voilà, enfin, c'est. Donc, ça peut, des fois, ça dessert, mais des fois, ça sert aussi bien plus qu'on pourrait l'imaginer, parce qu'ils sont tellement habitués à ce que justement on leur mette des filtres, des bolducs et du papier cadeau, que quelqu'un qui leur envoie un truc, pouf, et ben voilà. Et qu'est-ce qu'on en fait en fait? C'est toujours la même chose. Qu'est-ce qu'on va en faire? Mais je pense que sur les colères et les constats qui dérangent, il n'y a rien de mieux, et c'est l'intérêt de la participation, c'est que ce soit les participants eux-mêmes Mm. qui apportent les solutions, et il faut juste les accompagner pour ça, en fait. Donc, il n'y a pas de méthode magique, il n'y a pas de... Voilà, le fonctionnement du CR et du CNPA, c'est un peu comme ça que ça fonctionne et ça marche. Voilà, c'est un peu... donc, c'est une méthode, mais il y en a plein d'autres, en fait. C'est... Mais on ne sait jamais où ça va mener ensuite, en plus. C'est ça qui, je pense, peut être un peu, peut créer Voilà. cette peur et cette crainte, c'est qu'on ouvre un peu la boîte de Pandore. Ça donne cette impression, c'est-à-dire on ouvre une boîte, on ne sait pas ce qui va en sortir, et surtout, je pense que c'est pas tant la peur de ce qui va être dit que est-ce qu'on va être en capacité de le gérer en tant que, par exemple, un Parce- professionnel qui veut, ouais. voilà, peut avoir la crainte de dire mais comment, qu'est-ce que je vais en faire derrière? Je vous propose, si ça vous va, Morgane et Florence, de redonner la parole à la salle s'ils ont des questions spécifiques Ouais. ou s'ils Oui. veulent partager. En tout cas, merci beaucoup, Florence, Morgane, déjà pour tous ces éléments que vous nous avez apportés. Et on enverra le support aux participants. Et on va passer maintenant voilà, aux questions-réponses. Je vois que Anne-Sophie souhaite prendre la parole. Vas-y, Anne-Sophie. Je voulais juste compléter en ajoutant un élément, sachant que j'ai une vue, je suis travailleuse expert, donc j'ai une vue comme professionnelle sur la question. Je pense qu'il est aussi important de rappeler que dans la participation, on ne lance pas les gens comme ça dans la participation, dans des instances ou dans des temps de participation. C'est quelque chose qui s'anticipe. Les délégués CNPA comme CRPA ont une formation, par exemple, à la prise de parole. Aujourd'hui, vous voyez Florence et Morgane s'exprimer très librement et avec assurance, mais il faut se dire qu'au jour 1 de leur participation, elles avaient peut-être déjà du bagou, mais elles n'avaient pas nécessairement un cadre. Chez nous, on forme les délégués à la prise de parole en public. On les forme aussi dans le temps de travail collectif, aussi à travailler en collectif. Et il est important de voir le niveau de confiance en soi qui se développe, en fait. C'est à mesure de ces temps de préparation, en amont de ces réunions, que les personnes vont avoir le même niveau d'information, vont savoir se saisir de la problématique et y travailler. J'ajouterai également, puisque j'ai suivi la réaction de la personne dans la salle qui disait: je ne me reconnais pas nécessairement dans cette idée du parole sans filtre. Il ne s'agit pas d'arriver avec un discours colérique ou trop franc, mais il s'agit surtout de dire, et c'était la définition à la création du plaidoyer, de dire avec respect et en mettant les formes, de poser sur la table des sujets qui ne seront pas nécessairement abordés par des professionnels. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain cadre dans la manière dont on a de fonctionner, mais également parce qu'il y a toujours des sujets qui fâchent. Quand une personne accompagnée arrive, je prends un exemple concret, hein. Quand une personne accompagnée arrive en disant: voilà, moi je vais vous dire ma prise en charge
Le jour 1 de mon arrivée en CHU, elle était catastrophique parce que on est dans l'accueil inconditionnel et que moi, je suis toujours dans la violence psychologique de ce que j'ai vécu, la rue, les violences, l'abandon, l'exclusion, et que la personne n'est pas prête à en parler et qu'elle l'aborde aussi librement. Ça crée un certain malaise dans une pièce de professionnel. Ceci dit, il faut prendre en compte que la participation ça ne se limite pas au témoignage des personnes. Mhm. Effectivement, dans un premier temps, elles vont témoigner pour démontrer leur savoir expérientiel. Elles n'arrivent pas avec un diplôme ou des compétences ou une formation comme on le voit chez les professionnels, mais leur savoir expérientiel prend tout son sens quand ces personnes vous donnent la valeur de leurs paroles et de leur expérience vécue avec des exemples concrets. Ça n'a pas la même valeur que des statistiques. Ceci dit, créer la participation, c'est aussi contribuer à les laisser répondre sur ce qu'elles attendent. Je pense que Morgane, comme Florence, l'ont très bien illustré. Parfois, leur interpellation peut paraître violente, et je mets des grosses guillemets, auprès des professionnels et surtout de l'institution qui n'a pas forcément toujours encore le réflexe de participation et choc de participation, même si on le voit à échelle régionale comme nationale, il y a de plus en plus de sollicitations dans ce sens-là. Donc, je ne parle pas forcément que des instances en interne, ni des instances auxquelles participe le CNPA ou le CRPA, mais même au sein des villes, tout simplement. Et on se rend compte que, effectivement, après ce premier choc de participation, l'idée de prendre en compte et de faire avec les personnes au lieu de faire pour ces personnes prend tout son sens. Merci Anne-Sophie. Je vais arrêter le partage d'écran, comme ça on va pouvoir se voir. Et on Mhm. a déjà un premier. En gros, là, c'est un appel à vos témoignages, vous, autour de l'écran. Est-ce que vous avez des exemples de démarches que vous avez engagées, de réussite, ou alors des questions à poser à nos intervenants? Donc, On voilà, précisait. je reprends, je nous remets en salle. Donc on a Amandine Mhm. qui nous dit un des leviers, c'est de pouvoir proposer que les plus anciens accueillis participent à l'accueil et présentation de la structure auprès des nouveaux arrivants. Amandine, est-ce que vous voulez prendre la parole pour nous dire vous l'avez mis en place ou vous souhaitez le mettre en place? Je peux répondre sinon. Je ne sais pas si Amandine est toujours là. Bon, en attendant qu'Amandine puisse répondre, oui, Florence. C'est une idée, on a beaucoup parlé au niveau du CNPA et dans les structures de parler de parrainage lorsque une personne arrive, eh bien, on lui donne un parrain ou une marraine qui va lui présenter la structure, qui va lui parler des us et coutumes, de la tradition, de ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, etc. Et donc, c'est une idée intéressante. Moi, je trouve que c'était... Parce que, bien, déjà, c'est une personne elle-même accompagnée. C'est très intéressant. Une- Alors, j'ai vu, Jean-Marc, que tu as levé la main. Il y a juste Amandine qui nous dit qu'elle donne la parole à Sarah parce qu'elle est en Voilà. réunion d'équipe. Oui, bonjour, bonjour. Vous m'entendez? Bonjour. Oui, on vous Voilà. entend. Non, non, c'est juste que nous, on constate l'accueil des anciens résidents envers les nouveaux résidents qui est très intéressant dans le cadre de l'hébergement d'urgence qu'on a. Et voilà, Vous on pouvez trouve nous que dire de quelle association vous êtes et où? c'est l'association La Gerbe basée sur Lézan dans le Gard. Merci. Donc, vous Voilà. l'expérimentez, l'accueil par les anciens. Voilà, les anciennes résidentes, on leur demande d'accueillir les nouvelles résidentes qui arrivent, parce que quand on arrive dans un hébergement d'urgence, c'est pas facile, on se retrouve, on a tout perdu, on se retrouve avec des gens qu'on connaît pas. Donc l'idée, c'est un petit peu de celles qui sont plus anciennes, qui ont eu petit peu plus, on va dire, l'habitude de la maison, ben, d'accueillir les prochaines pour qu'elles puissent aussi se détendre, comprendre le fonctionnement avec, ben voilà, elles accueillent avec leurs mots à elles. Et elles se voient plus que nous qui sommes professionnels, qui intervenons dans la journée, on repart le soir, elles se voient plus. Donc forcément, c'est plus intéressant. Après, bien sûr, pour les activités concrètes qu'on propose, on a toutes sortes d'activités. Mais c'est sûr que si nos anciens résidents n'ont pas à cœur de participer à certaines activités, ils vont pas forcément encourager. Mais voilà, il y a quand même des choses où elles participent et elles peuvent accueillir le prochain.
En tout cas, vous l'avez expérimenté, et c'est plutôt positif de ce que j'entends. Oui, mais on se bat quand même avec la participation, voilà, Ouais, pour le ouais, reste de ouais. nos activités. C'est C'est ça, pour ouais, ça qu'on ouais. Bah, merci Amandine pour le témoignage. Je donne la parole à Jean-Marc et après je reviendrai sur des messages qui ont été partagés à Jean-Marc. Micro, voilà. Oui, bonjour. Je voulais vous parler, c'est des témoignages, si j'ai bien compris, donc je voulais vous Oui, oui, témoigner un si vous peu. pouvez dire aussi la structure dans laquelle est Absolument, le ça, lieu et la ville. donc, en l'occurrence, je m'occupe du diaconat protestant, je suis président du diaconat protestant de Grenoble, et dans ce cadre-là, on accueille un projet qui est soutenu par la Fédération de l'entraide protestante, qui est le projet En Acte, qui est un projet visant à la régularisation des sans-papiers par le travail. Euh, donc, on accompagne, alors, c'est pas que le diaconat qui s'occupe de ça, c'est un collectif d'associations à Grenoble qui accompagne des personnes étrangères et sans papier qui ont trouvé une proposition d'embauche. Et la démarche n'est pas pour autant terminée, puisqu'il y a toute une démarche administrative assez lourde et complexe. Et l'objectif est aussi de suivre ces personnes après, parce que ça nous permet de montrer leur intégration et de faire un plaidoyer au niveau de la FEP. Mais ce n'est pas du projet En Acte que je vais vous parler, mais des gens qui ont été accompagnés dans le cadre du projet En Acte, donc dans le sujet du jour. Et d'ailleurs, toujours à l'initiative de la fédération, on a souhaité plus associer les personnes accompagnées jusqu'au pilotage du projet. Donc, c'est une démarche qui a commencé en décembre dernier. Et il faut déjà, comment dirais-je, on parlait de est-ce que je suis légitime ou pas. Enfin, il y avait un certain nombre de questions qui se posaient. Donc, une première étape, ça a été de donner l'opportunité à toutes ces personnes qui ont été accompagnées individuellement de prendre conscience de tout ça et de se regrouper et de pouvoir faire quelque chose. Donc, on a contacté toutes les personnes qu'on avait accompagnées. Ça fait plus d'une centaine de personnes. Certaines ont été régularisées, donc sont dans un mieux-être dans leur vie. D'autres sont toujours en galère et toujours pas régularisées. Et on a créé un truc qu'on a pompeusement appelé un comité participatif avec une première réunion où les gens étaient un peu. Tout le monde n'est pas venu, bien entendu. Il y en a une vingtaine ou une trentaine qui sont venus. Et les gens étaient un peu, comment dirais-je, surpris de la question. Enfin, ils venaient parce qu'ils nous connaissaient, qu'on les avait accompagnés, mais ils ne savaient pas trop ce qu'il en était. Et après, il y a eu un rite de réunion qui, me semble-t-il, a été une fois tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines, je ne sais plus exactement. Moi, je n'y étais pas à chaque réunion. Et il y a une évolution, en fait, de ces personnes qui étaient accompagnées par un représentant du diaconat et puis par Quentin de la Fédération d'entraide protestante. Il y a une évolution de ma problématique personnelle, c'est-à-dire qu'au départ, les gens disent, bah oui, mais moi, quand est-ce que j'aurai un rendez-vous à la préfecture, ce qui est un peu compliqué en Isère, à une prise de conscience un peu plus globale, c'est-à-dire on a des choses à partager, on a des choses à faire valoir, y compris aux gens qui nous accompagnent, parce qu'ils ne connaissent pas notre situation au quotidien. Il y a eu des répercussions très concrètes que moi j'ai trouvées heureuses. Euh, on a eu l'occasion d'aller participer à un séminaire sur le travail des migrants au Sénat. Et il y a une petite délégation de 4 personnes qui y a été et qui a fait des interventions relativement pertinentes parce que ils ont un vécu, ils savent ce qu'ils peuvent apporter, etc. Et on l'a fait une deuxième fois. On a eu l'occasion, dans le cadre des élections municipales, d'organiser de façon plus large, Diaconat et Secours catholique, une interpellation des candidats au municipal de Grenoble pour leur dire voilà ce qu'attendent les populations. Et donc, on l'a fait avec plusieurs groupes de préparation, dont ce groupe-là, qui là aussi a apporté, je dirais, des interpellations qui sont au-delà de quand est-ce que j'aurai des papiers, mais comme à l'intégration des personnes étrangères dans la société. Enfin, un certain nombre ils ont pu changer un petit peu de dimension. Donc, on, et là, on est dans la phase où l'idée aussi, c'est que ce comité participatif soit représenté au comité de pilotage du projet, donc à la gouvernance en quelque sorte du projet, avec comme les associations partenaires, peut-être une ou deux personnes qui les représentent. Donc, le message est de dire, c'est une démarche qui a besoin d'être accompagnée et structurée, qui, quand c'est fait comme ça, manifestement a des résultats que je trouve je dirais au-delà de mes attentes parce que je n'avais pas beaucoup d'attentes, parce que j'avais peut-être un certain nombre de filtres, comme avaient dit d'autres personnes. C'est est-ce que les gens vont se sentir habilités à parler? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va faire quelque chose? Et je constate qu'il y a un retour très positif. Mais ça demande un accompagnement assez fort pour que ça soit
comment dirais-je, pertinent pour que ça avance et que ça marche. Voilà. Merci Jean-Marc pour le témoignage. Alors avant de donner la parole à Guillaume, je partage juste des témoignages aussi dans le chat. Marjolaine qui nous dit justement que dans un accueil de jour à Grenoble, les accueillis, les accueillants, alors il y a toujours l'histoire aussi de l'appellation, hein, ça c'est une grande question, euh, partagent les décisions, les choix d'activités, les animations, de jeux, les sorties, les idées. Et ça se passe plutôt très bien. Ils participent même au comité de pilotage. Donc là, on est quand même sur ce qu'ont évoqué Florence et puis Morgane, c'est-à-dire de sortir, d'être aussi dans de l'informel. Parfois, et dans du plaisir et du loisir, je Oui. pense aussi, pas que, voilà, et de pouvoir associer les gens. Et puis, Marianne, qui dit que dans leur entraide, qui fait surtout de la distribution alimentaire, la participation, elle serait plus concrète et physique. La difficulté, c'est de faire en sorte que ceux qui participent ne le fassent pas par intérêt personnel. Et c'est pas toujours facile à gérer. Là, je pense qu'elle parle des personnes qui sont accueillies, qui ont un colis et qui deviennent bénévoles et qui peuvent penser avoir des avantages. Si je lis entre les lignes de ce que dit Marianne, voilà. Je laisse la parole à Guillaume et je vous laisserai Morgane et Florence réagir après peut-être aux différents témoignages. Ça vous va? Ouais. Vas-y, Guillaume. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis délégué au pôle accueil de l'étranger pour la FEP. Et oui, la participation des personnes premièrement concernées, c'est un sujet qu'on essaie de travailler depuis quelques années maintenant. Et je tiens à remercier vraiment Florence et Morgane pour tous ces éléments qui sont hyper précieux. Moi, j'avais eu l'occasion aussi de rencontrer Florence aux assises des entraides et déjà, ça a été hyper intéressant. Donc, merci beaucoup. Moi, j'ai une question un peu précise justement pour vous, mais aussi pour peut-être Anne-Sophie, qui poursuit un peu ce que disait Anne-Sophie un peu plus tôt, c'est-à-dire la question de comment on accompagne et on prépare aussi les personnes directement concernées à pouvoir participer à ces temps d'échange, à pouvoir aussi porter une parole. Et en fait, je pense qu'il y a une forme de tension à ce sujet et que j'aimerais partager avec vous. J'aimerais avoir votre opinion. J'ai travaillé aussi avec Jean-Marc dans le cadre de la participation, dans le cadre de l'expérimentation en acte. Et on voit que l'une des réticences des porteurs de projets qui ne sont pas directement concernés à impliquer des personnes peut être aussi cet élément disant finalement, on ne veut pas mettre les personnes dans une situation difficile. Elles n'ont pas forcément tous les éléments de compréhension en fait de la manière dont fonctionne d'une part le projet, l'institution, mais aussi de manière plus générale les politiques publiques. Et puis, ça peut être compliqué justement en fait pour elles. Et il y a tout un temps de préparation qui est nécessaire, de formation, avant de pouvoir rendre cette participation pleinement effective et significative. Mais certaines fois, en fait, on voit bien que, en se disant, il faut prendre le temps de préparer les personnes, on retarde finalement la participation. Donc il y a une forme de tension. Je dis, j'ai pas de solution miracle par rapport à ça, mais j'aurais bien aimé vous entendre sur ça. Alors, je propose qu'Anne-Sophie, tu lui as adressé la question, Anne-Sophie réponde, mais qu'après Morgane et Florence donnent leur avis. Oui, c'est pour vraiment, c'est Hein. une question que Ou c'est ce que je Morgane. disais toutes les trois. Ouais. Voilà, allez, on va les passer. Anne-Sophie, comme ça, la fin de parole, ce sera pour Morgane et Florence. Le dernier qui a la parole a raison, il paraît. Alors, je vais vous surprendre et je vais me représenter correctement, mais aujourd'hui, je suis coordinatrice pair d'un conseil régional des personnes accompagnées. Mais hier, il n'y a pas plus loin qu'il y a 2 ans de ça, j'étais encore moi-même une déléguée du CNPA. Et avant ça, j'ai été une déléguée du CRPA. Et avant ça encore, j'étais une personne accompagnée, la plus réfractaire possible au système d'accompagnement social parce que j'en ai pas mal bavé avec la maltraitance institutionnelle. Donc ça fait un chemin et un parcours de 5 ou 6 ans maintenant, sachant que j'ai été sur les bancs du CNPA avec Florence en mandat. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'accompagner justement des délégués du CRPA Île-de-France plutôt que du CNPA ou d'un autre conseil pour faire que justement ils transmettent l'ensemble des messages et remplissent une fonction auprès des instances des pouvoirs publics.
Donc c'est très ciblé et très précis. J'aurais pu accompagner, aller dans un centre d'hébergement, faire de l'animation à la participation, mais non, j'ai choisi cette voie-là. Et Ah, je vous dirais, à la base, ben, croyez-le ou non, mais je suis une des personnes qui était le plus réfractaire à l'accompagnement social. J'avais de grandes difficultés à communiquer au sein de mon centre d'hébergement. Et un jour, j'ai rencontré le pouvoir d'agir, la confiance en moi développée justement au sein de ces instances. Le jour où, ben, et je vais faire écho à ce que disait Morgane, un préfet a pris 2 minutes pour écouter ce que j'avais à dire, m'a dit j'ai entendu, a pris des notes et a dit, pour l'ensemble des questions, je n'ai pas les réponses, mais la semaine prochaine, vous aurez une réponse. Et là, je me suis posé la question de ce que faisait la participation. Et j'en ai été tellement convaincue que un jour, au bout de mon parcours au sein des conseils, avec les durées de mandat qui s'imposent, ça s'est imposé pour moi de dire, ben voilà, moi j'ai fait mon temps, il y a d'autres gens assis à côté de moi qui sont capables d'exprimer, sachant qu'on nous a donné tous les outils pour le faire, la possibilité d'exprimer les réalités au lieu qu'on le fasse pour nous. Au moins, on embrasse les réalités du terrain et on préconise ce que nous, on souhaite en tant que personne accompagnée. Et je me suis dit, bah, aujourd'hui, j'ai fait mon temps, bah, passons la parole à ces personnes et comment les accompagner. Donc déjà, en ayant moi-même vécu la situation, j'ai vécu ce qui était bien en tant que déléguée, mais ça m'a permis de construire des outils et c'est aussi le but du travail pair aujourd'hui, mais pas seulement. J'ai eu le temps pour construire ces outils. Aujourd'hui, je suis en mesure de prendre le temps et de dire aux institutions, et je réponds à votre question, il ne faut pas se dire ça rallonge le temps. Il faut l'anticiper, en fait, la participation des personnes. Il faut les outiller de la même manière. Et pour ce faire, quoi de mieux que de leur poser la question de quoi vous avez besoin? Moi, j'ai ciblé ci, ça et ça. Vous, de quoi vous avez besoin? De leur poser directement la question, plutôt que simplement se limiter au témoignage. Et c'est ce qu'il faut changer dans la participation. Je m'appuie sur ce que dit Loujen Amida, qui est aujourd'hui vice-présidente de la Fédération des acteurs de la solidarité, ce qui est une première, en fait, dans l'histoire d'avoir une personne accompagnée à un tel niveau de responsabilité, qui dit, ben voilà, arrêtez de limiter ce qu'on vous dit au témoignage. Posez-nous la question. Parfois, quand vous avez un doute, ne formalisez pas, posez la question au détour d'un couloir à une personne accompagnée. Posez la question dans un cadre informel à une personne que vous connaissez pas, c'est encore mieux parce que ben, ça évite un ciblage très particulier et au contraire, vous aurez des surprises. Donc, ça passe par ouvrir la parole, laisser l'espace d'initiative et prendre le temps de se poser la question, de se mettre dans les chaussures des personnes accompagnées et de discuter avec eux pour pouvoir valoriser ça. Je vois que Morgane a des choses à dire. merci Anne-Sophie, en tout cas, pour ces éléments. Morgane. Oui, en fait, hein, sur les peurs où on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'on va déclencher et ben, je repense à mon parcours personnel. Moi, je suis arrivée en CHRS, je ne parlais plus du tout. Mm. Et quand j'ai commencé à reparler, c'était très agressif, avec des connards et des connasses à toutes les fins de phrase, quelle que soit la personne en face de moi. Et c'était au-delà, c'était mes colères. Mm. Et avec la participation, ces colères, elles se désamorcent parce qu'on rencontre d'autres personnes, qu'on rencontre d'autres situations, on fait des pas de côté. Je repense vraiment à la valse. Mm. Et à force, alors des fois ça donne un peu le tournis, hein, la participation, mais là tout à l'heure, Anne-Sophie, elle vous dit oui, elle parle librement. C'est pas arrivé en 2 jours, quoi. Et quand on part, à la base, on est sur un mutisme. Et là, arriver à vous parler sans dire connard, connasse, sans heurter personne, il y a eu quelques années avant de réussir à ça et beaucoup de se confronter à l'exercice encore et encore. Et en fait, ça peut faire peur au début, mais les colères, elles se désamorcent. Ça, c'est super important. Et j'ai envie de dire, est-ce qu'on sait si on sait nager? Bah, le mieux, c'est de sauter dans la piscine et on voit. Et en fait, moi, je vois le travailleur social comme la planche ou la frite, en fait, qui est juste à côté. Et si vous savez nager, et ben, ça va bien se passer. Et si vous prenez la tasse, le travailleur social, il arrive avec sa frite et hop, reprend une bouffée d'oxygène et ça repart. Enfin, voilà, alors je ne vous compare pas à des nouilles, hein, c'est pas ce que je dis. Mais je ne sais pas si vous voyez l'image du côté un peu assistant en cas de besoin. En revanche, là où je rejoins tous les participants, ne pas penser pour nous. Il n'y a Mm. rien de mieux. Mais c'est comme un médecin, quand il ne sait pas ce qu'a une personne, il finit par lui poser la question. Si vous avez vraiment mal quelque part, vous allez lui dire j'ai mal exactement à cet endroit-là.
Et du coup, vous allez avancer votre diagnostic. Et dans la participation, c'est pareil. Posez-nous la question de quoi est-ce qu'on a besoin. Et en fait, même si c'est très bien pensant et bienveillant de se dire, ah là là, telle situation, on met tel truc en face, oui, mais ça, c'est du copier, du coller. Et c'est vrai que bah, sur de la participation, on est sur de l'individu. Et remettre vraiment l'intégrité de la personne au centre de son accompagnement, c'est super important. Merci Morgane, c'est très clair. Et le Oh, message ça arrive. et le message, je pense, est direct. Florence, tu voulais réagir? Après, il nous restera une ou deux minutes s'il y a une dernière question. Je te Oui, laisse. je disais que on voit, moi je constate depuis des années, c'est que dans le cadre formel donc des travailleurs sociaux, de tout ça, ils ont besoin de planifier les choses, de les organiser, etc. La participation, ça ne se prépare pas. La préparation, ça se vit. Ça se vit. Et il y a de la participation si on la vit, et sinon il n'y en a pas. Et donc, le meilleur moment, c'est le cadre informel. Demandez au coiffeur. Le coiffeur, vous y allez une fois, deux fois, trois fois par an, et vous lui racontez votre vie, alors qu'il ne vous a rien demandé. Et vous voyez, donc tous ces moments informels. Moi, je vois quand je fais des ateliers bien-être où j'apprends à mes collègues à faire des petits produits, hein, comment on fait un peeling, comment on fait des choses toutes simples. Mais on n'arrête pas de parler, de parler, de parler, de raconter. Des gens qui disent le trois temps, qui disent pas un mot. Et là, ils parlent. Faites un repas, ça parle. Faites n'importe quoi, ça parle. Un concours de boules, mon Dieu, oh là là. Vous voyez? Donc, il faut partir de là. Je veux dire, c'est vrai, vous avez du souci, vous avez, hein, parce qu'il y a les textes, il y a les lois, il y a le boss qui vous dit, nanana. Ouh, respirez, cool. Voilà. Prenez les choses différemment. Et dans le cadre informel, ça ne se, la petite phrase, ça ne se prépare pas, ça se vit. Voilà. Ça Ouais, se vit. ouais, j'avais déjà entendu aussi la phrase, ça ne se décrète pas. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que Exactement. c'est ce qu'on disait en introduction, dans le cadre de financement, d'appui. Enfin, on a parlé tout à l'heure, en effet, d'un petit peu des structures, des institutionnels. Bah, en fait, c'est quand même une demande qui est fréquente depuis plusieurs années. Et donc, en effet, d'où la question, en effet, des organisations, des structures, des travailleurs sociaux, de comment faire, parce que eux, c'est un peu, en fait, c'est presque une injonction parfois. Donc, et alors que la participation ne doit pas être une injonction. Mais Mais voilà. justement, nous, au GEM, on dit, le maître mot de notre GEM, c'est on est passé expert et maître dans l'art de faire des miracles avec des bouts de ficelle. Ben, moi, dans ma jeunesse, j'ai été scout. Eh ben, système des, allez, on y va. Comment on peut faire pour dépenser? Mais nous, on fait des décorations possibles et on va acheter du papier, des potes, des crayons, on ouvre nos ordinateurs, on voit les tutos de ceci, de cela, et on te fait une merveille avec 3 francs, 6 sous. Mais justement, c'est ça. On vit des époques là qui sont difficiles, dures, dramatiques, etc. Mais en même temps, c'est d'une richesse immense parce que ça va pousser il faut pousser la créativité, l'imagination, se dépasser. C'est ça qui est beau dans la participation et c'est tout l'enjeu de la participation. Voilà. Alors, Florence et Morgane, on n'avait pas, je vous propose en deux ou trois mots-clés. Oula. Ah ouais, je sais. Allez, Oui. peut-être quatre ou cinq, mais parce que là, en Euh, fait, il nous reste 0 minute, mais voilà. C'est juste, je voudrais vous donner le dernier mot. Et peut-être s'il y avait ou une idée centrale, ou deux ou trois mots-clés, ou en une phrase, s'il y a un message que vous voulez être sûr qui doit passer aujourd'hui, c'est lequel? je crois Oula. que je viens de le Voilà. Et dire. la Morgane, elle dit, mais t'exagères, on n'avait pas Ouais, prévu. mais moi, je crois que je viens de le dire. J'ai un tout petit exemple. Pendant la Covid, j'ai été aider une communauté africaine, notamment puisque j'ai de la famille bon, là-dedans. Et il y a une dame, alors quand j'étais jeune, les anciens mettaient leur chaise devant la porte et puis chacun arrivait avec quelque chose et on papotait, on faisait le monde, on se racontait les dernières choses, etc. Et chacun faisait quelque chose. Et donc, on avait un peu repris ça. Et il y avait une dame qui faisait de la dentelle. Mais alors des choses merveilleuses. On ne sait pas ce que les choses deviennent. Eh bien aujourd'hui, cette dame qui était dans une précarité immense, qui avait 5 ou 6 enfants et toute une famille derrière, etc., elle a intégré un grand couturier.
Et aujourd'hui, elle fait vivre toute sa famille largement. Elle a un métier. Alors que beaucoup lui auraient dit, mais qu'est-ce que tu fous là? T'as pas d'autre chose à fouetter que de faire de la dentelle, là, à quoi ça sert? Tu vois. Voilà, moi je crois que cet exemple, moi, il me Bel plaît. exemple, Voilà. Florence. Pour finir, merci, bel On exemple. ne sait pas ce qui peut sortir. C'est ça. Voyez, on ne sait pas. C'est comme les orchidées qui poussent dans la mer, on pourrait dire dans la merde, quoi. Voilà, vous voyez. Donc, on ne sait pas ce qui peut en sortir. Et moi, dans la participation, voilà, c'est ça que entre guillemets, je vends. Entre guillemets, je vends. Voilà. Merci, Florence. Morgane, il n'y a pas d'obligation, mais si tu souhaites Non, non, en avoir... fait, là où j'ai rigolé, c'est de me dire, allez, en deux, trois mots. Alors, c'est euh, quoi euh, Non, tu vois, Florence, de toute façon, on a préparé ensemble. Je sais que si je dis deux, trois mots, c'est pas forcément deux, trois mots. Donc, tu sais qu'il y a de... C'est ouvert, hein. Vas-y. On moi, connaît, voilà. je vais vraiment redonner un sens à ce qui peut être la dignité et l'intégrité de la personne. Eh oui, Et enfin, j'ai envie de pleurer quand je le dis, c'est effrayant. Euh, on n'est pas rien, on est des êtres humains. Et je l'ai déjà dit aussi, on n'est pas que du PIB. Voilà, on est Des? du PIB. Ah, du On n'est PIB. pas que du produit intérieur brut. On n'est pas un chiffre, un calcul. On est un être humain avec des cellules, bien avec sûr. des fissures, des fêlures, et il faut vraiment que l'énergie circulante, elle recircule. C'est hyper important de réparer quel que soit le moyen. Il n'y a pas En fait, il y a presque une porte d'accès à chacun. C'est ça. Donc, en fait, il faut laisser la place à chacun de trouver sa propre clé pour se reconstruire. Merci beaucoup, Morgane et Florence. Moi, je propose, pour pas gâcher le moment, de rester sur vos dernières paroles. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui se sont connectés. C'était un petit enjeu pour nous et le CNPA, je pense, parce qu'ils avaient déjà fait des présentations en présentiel et c'est la première fois qu'on faisait des choses en visio. Donc les pauvres, je leur ai lancé un défi qui était, est-ce qu'on peut faire la même chose en visio? Et bravo Morgane et Florence, parce qu'en plus, il y a certains de vos petits camarades qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui et vous avez pris le relais avec brio, donc je vous en remercie.